Bon, bonjour à tous. Donc, merci d'être là. Nous sommes une trentaine, 35 même, je crois. Une bonne quinzaine ici et une vingtaine à distance. Donc, voilà, on a choisi ce thème donc, qui est en plein dans l'actualité. Et je me disais, en écoutant la campagne présidentielle et finalement le sujet phare qui est le pouvoir d'achat, je me dis, il y a un lien avec la sobriété, il y a un lien avec la croissance. Donc, on va débattre de tout ça et voir en quoi est-ce que une croissance peut être non punitive ou une sobriété qui ne soit pas punitive, c'est possible. Donc, voilà, je ne veux pas en dire beaucoup plus. Donc, je ne présente pas l'association, je pense que tout le monde connaît un petit peu nos fonctions, de notre rôle d'un lieu de débat, d'un lieu de réflexion, d'un lieu d'échange, d'un lieu de formation. Et donc là, nous organisons 2 colloques par an. Et donc ça, c'est notre premier colloque de l'année. Et sur ce thème qui va être animé par Olivier, à qui je passe la parole. Et le micro. Et le micro. Voilà, par là. Bonjour. On aborde un colloque avec un sujet extrêmement complexe. La question paraît simple, mais je compte sur les 2 parties que sont Guylain Lafont d'une part, je cite par ordre d'apparition sur la scène. Guylain Lafont d'une part, président de la table de Cana. La table de Cana, vous connaissez tous. Il en dira quelques mots. Une entreprise prêteur pour aider les gens à se réinsérer par la voie professionnelle. Je dis ça comme ça, et Geneviève Ferron, qui est alors moi, je suis très ému parce que tout le monde est pionnier dans le dessert. Et s'il y en a bien une qui est pionnière, c'est Geneviève Ferron. Puisque c'est la première à avoir créé une agence de notation extra-financière. Donc, éthique et investissement, avec ce colloque, revient un peu aux sources. Et on va donc rentrer en ayant quelques petits points en mémoire. 1972, le Club de Rome, le rapport Midos, alerte sur le fait que le monde est un monde fini. Les matières premières vont être plus rares et qu'en tout état de cause, j'allais dire par une sorte de présentation assez spectaculaire qu'on appelle le jour de dépassement, il veut faire prendre conscience au monde entier que nous tirons trop sur la ressource naturelle. En 1972, le jour de dépassement, c'était le 10 décembre, c'est-à-dire qu'on avait consommé toutes les ressources de la Terre entre le 1er janvier et le 10 décembre. On tirait, en quelque sorte, sur les ressources entre le 11 décembre et le 31 décembre. Ça veut dire que c'était déjà pas brillant. Et en 2021, le jour de dépassement, c'est le 19 juillet. Approche bien le micro parce que les gens qui n'entendent pas. En 2021, le jour de dépassement, c'est le 19 juillet. On a donc tiré, dans quelques semaines, on aura tiré toutes les ressources renouvelables de la Terre. Donc, on a un vrai problème, qui est déjà un problème de mode de vie. On utilise trop les ressources naturelles, que certains appellent, le pape François dans Laudato Si parle du pillage de la nature. Le terme violent, mais c'est ce que ça veut dire. Et puis, se rajoute à cela un sujet qui est le problème du changement climatique, dont on ne parlait pas dans le rapport de Rome, mais il est arrivé petit à petit. Et le changement climatique pose une vraie question. Comment faire pour ne pas arrêter de participer, de travailler pour ce réchauffement climatique? C'est le fameux 1,5 degré de retour, de réduction des émissions pour arriver à quelque chose d'acceptable. La décarbonisation de la croissance, comme disent certains. Et certains, maintenant, le problème qui tient toujours de plus en plus, est-ce que la solution, ce n'est pas de réduire? Est-ce que la solution, c'est finalement d'agir moins? Alors, il nous a paru intéressant de ne pas utiliser des termes plus que cette présentation-là, parce que sinon on tombe très vite dans des débats idéologiques.
hein, et chacun va s'envoyer à la figure des termes malthusianisme, collectivisme. Non, on dépasse le sujet et il est apparu intéressant de faire un colloque, c'est-à-dire de parler ensemble avec un président de société solidaire qui s'occupe de toute l'attention envers les personnes démunies qu'il faut réinsérer et qui, quand je ne lui avais pas parlé, la question de parler de la croissance, il me dit, mais la croissance, je me bats pour ça tous les jours. Enfin, pas pour moi, mais pour tous les gens qui travaillent à la. Il se bat pour la croissance. Et Geneviève Ferron, qui a fait du chemin et qui a travaillé, qui travaille toujours pour le Shift Project de Jean-Marc Antonifi, qui est, je vous conseille, ça donne un air, moi quand je l'ai lu quelques temps dernier, ça me donne un air de jeunesse, c'est une bande dessinée tout à fait intéressante, ça donne un monde sans fin. Je vous conseille de la lire. En plus, tous les gens vous regardent en vous disant que vous êtes pas. Et le Shift Project, c'est un groupe qui lutte contre qui lutte pour la décarbonisation de l'économie. Comme ça. Et Geneviève Ferron est aussi associée d'un cabinet de conseil stratégique. Alors, ce que je vous propose, Geneviève, c'est qu'on donne la parole à Guylain en premier, donc il nous parle de la croissance. Allez. Et puis, on passera comme ça. Je parle comme ça? Oui, oui, proche. Hein. Très proche, plus proche. Il faut manger le micro. Il faut manger le micro, voilà. Très bien. D'abord, vous voyez, il y a un très très bon journal qui s'appelle Challenge. Alors, même ou on n'aime pas, ce journal titre Climat, nous allons changer de vie. Je vous encourage d'ailleurs à lire ce dossier, il est remarquablement bien fait. Alors, je voudrais quand même vous donner une toute petite information préalable. Lorsque Olivier m'a demandé, ainsi que l'ensemble de l'éthique investissement, de travailler sur ce sujet, j'ai commencé par lui dire que j'étais extrêmement content, et plus les jours ont avancé, moins j'étais content. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? C'est-à-dire que le sujet, comme tu l'as dit, est extrêmement complexe. Alors, j'ai essayé, parce que j'ai 10 minutes en introduction, 10 minutes pour finalement révolutionner la planète, révolutionner le monde. Un mot? On n'entend pas peut-être? Oui, un peu sourd de mon côté. Non, il faut peut-être parler plus fort. Encore plus fort, oui. Il faut encore plus manger le micro. Ça va comme ça? Est-ce que Catherine Granier peut nous dire si c'est mieux par écrit? Vous entendez? Oui, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Ça sera embêtant parce que s'ils n'entendent pas. Oui, elle a mis oui, voilà, donc c'est bon. Donc, moi, je vais évidemment essayer de vous parler de tout ça sous la houlette de la table de canal. Je vous en dirai un tout petit mot, parce que je ne vais pas vous parler que de la table de canal, mais je vais illustrer mon propos par rapport à ce que je vis tous les jours. La table de canal a été créée en 1985 par un prêtre ouvrier jésuite qui vit toujours, qui s'appelle le père Franck Chéniaud, et qui, tout simplement, pour faire court et très vite, a eu comme seule ambition de mettre les clochards debout. À l'époque, d'ailleurs, il m'a dit, on les appelle des clochards, on les appelle aujourd'hui des sans domicile fixe. Il a tout simplement voulu leur donner un domicile. Comment il l'a fait? Il leur a donné un travail par l'insertion par l'activité économique, donc leur donner en fait une gratification salariale avec une formation. Aujourd'hui, 37 ans plus tard, la table de canal, c'est 7 entreprises en France. Avant Covid, c'est 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, en 21, c'est 7 millions et demi, c'est 300 personnes, donc 200 en insertion. Qu'est-ce que c'est qu'une personne en insertion? C'est une personne très fragilisée par elle-même parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Et pendant 24 mois, on va lui donner confiance en lui disant « tu as du prix à nos yeux, tu es capable d'avoir un métier » et 65% d'entre elles donc, volent de leurs propres ailes à l'issue. Donc, moi, quand je suis arrivé il y a 2 ans, je n'ai eu ni de paix ni de cesse de développer ce modèle. Et voilà-t-il pas que j'ai un de mes camarades qui me dit on va faire un débat sur croissance et décroissance. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je vois mal comment aujourd'hui on peut décroître. La vie, ça n'est qu'un projet. À partir du moment où on n'a plus de projet, on ne sait plus vivre. Moi, j'ai besoin de projets pour vivre, donc j'ai besoin de croître. Pour moi, la décroissance, c'est la catastrophe annoncée. Mais on ne va pas croître n'importe comment. Alors, je voudrais vous faire 2 petites remarques. La première, c'est quelques constats, et ensuite, quelle posture prendre urgemment. Et puis, je m'arrêterai pour ensuite passer la parole. Premier constat, quelle réponse, quelle posture,
Quelle action sur cette question cruciale de la croissance et de la décroissance? Personnellement, je préfère parler de croissance juste et de croissance ajustée. Et de quelle croissance parlons-nous? Il y a lieu de segmenter les sujets, de mettre les priorités là où il faut, l'urgence là où il y a dégradation exponentielle et rapide, et ne pas raisonner global, comme les retraites ou le déficit de l'État, ou la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes départementales dans toute la France. Les préfets et les maires connaissent leur département et savent ajuster. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, et je pense que notre premier ou première ministre va être nommé très vite, si c'est en ce moment que nous parlons, sa feuille de route va être justement ce sujet-là. De grâce, qu'elle ne prenne pas le sujet global, mais qu'elle le segmente. Tout d'abord, quelques constats depuis ces 50 dernières années sur les responsabilités des politiques. Parlement, gouvernement, administration et contributeurs positifs ou négatifs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1974 avec Giscard d'Estaing jusqu'à Macron 1? Honnêtement, sur ce sujet-là, pas grand-chose. Et là, je mets en cause une responsabilité et je voudrais vous parler de 3 mots. Confiance, cohérence et compétence. Confiance. Les électeurs mettent un bulletin dans l'urne sur la confiance dans un programme, dans un plaidoyer, dans un engagement de candidat, de maire, de député, de président de la République. On parle aujourd'hui de mesures d'impact, des actions sur l'environnement. Qu'en est-il depuis ces 50 dernières années? Il suffit de constater les résultats aujourd'hui. C'est justement la mesure de l'impact, ce qui est très tendance. J'aimerais qu'on parle moins de mesures de l'impact et qu'on fasse plus de choses de façon positive. Qu'en sera-t-il pour les 5 prochaines années de cette nouvelle mandature présidentielle? On l'attend tous. 2, la cohérence. Où est la cohérence entre le monde politique qui prépare et fait voter la loi et les acteurs économiques, c'est-à-dire le monde de l'entreprise, moteur de l'économie? Moi, je viens du monde de l'entreprise où j'ai fait une grande partie de ma carrière. Le constat que je voudrais partager avec vous, c'est celui de l'organisation de notre pays dans ces instances avec une certaine connivence, je ne veux choquer personne, entre les grands corps de l'État. Regardez la composition des grands conseils d'administration de nos groupes cotés au CAC 40. Regardez les instances dirigeantes et les directeurs de l'administration centrale, ministère des Finances, Éducation nationale, Justice. Et vous vous apercevez que notre pays est dirigé par quelques centaines de personnes qui se connaissent, ou du moins qui font partie de ces mêmes cercles. Ce pourrait, ce devrait être une force. 50 ans plus tard, où en sommes-nous? Et enfin, compétences. Diagnostic des conséquences sur la dégradation économique du laisser-faire et du laisser-aller sont posés depuis longtemps, y compris au niveau européen et mondial. À quoi servent donc toutes ces institutions, tous ces G7, ces G8, ces G9 et autres G à l'infini? En quoi la collection mondiale joue-t-elle son rôle? Je voudrais aller assez vite parce que je suis extrêmement passionné de 2 types de rapports. Les rapports de Agnès Verdier-Molinier, qui est donc la responsable de l'IFRAP, Fondation pour la recherche et l'administration et politique publique, et le rapport annuel de la Cour des comptes, qui lit aujourd'hui ces 2 rapports chaque année comme un marronnier dans la presse qui reviennent, qui tient compte de ce qui est dit sur les constats de la croissance folle, de la croissance débridée, qui en tient compte même au niveau de nos politiques. Alors, et je termine, quelle posture prendre urgemment? J'en vois 3 pour ouvrir cette discussion contradictoire qui doit nous être profitable à tous, comme premier ambassadeur de la cause, puisque le nom de votre association, Éthique et Investissement, est déjà tout un programme en lui-même et que vous essayez d'être un acteur par vos actions qui nous réunissent ce soir. Je vois 3 postures pour synthétiser à ce stade l'introduction de mon propos. J'appelle cela la théorie du CIF. C pour comprendre, F pour influencer, I pour influencer, pardon, et F pour faire. Comprendre, cela veut dire se documenter, savoir, connaître pour prendre sa part au débat, là où on se trouve, en famille, dans sa vie professionnelle, associative et politique, et ne pas se dire je suis trop loin, je ne comprends pas, donc je n'ai pas d'influence. C'est la raison d'être de notre démarche de se réunir ici ce soir pour en débattre, donc merci pour votre interpellation. Deuxième mot du CIF, influencer. Justement, je préfère l'influence au levier. Je n'aime pas beaucoup les 3 petits singes, dont un ne veut pas entendre, l'autre ne veut pas voir, et le troisième ne veut rien dire. On peut effectivement laisser dire et faire les autres, on voit le résultat. Donc l'objectif, c'est s'engager à faire. Alors, c'est le dernier mot, c'est faire. Faire, c'est par exemple ce que nous défendons à la table de Cana avec notre socle commun à nos 9 entreprises d'insertion réunies sur le territoire national. Nous avons finalement trois croyances, si on peut dire ça.
valoriser les talents de nos collaborateurs, et ce ne sont pas des mots, élaborer les saveurs pour que ce soit bon, parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel frontal avec des traiteurs qui ne font pas d'insertion. Il faut que la prestation soit épatante, soit belle, soit nickel pour que les clients reviennent. Si ce n'est pas bon, on ne vient pas. Et enfin, respecter l'environnement. Mais c'est aussi changer le quotidien par des décisions. Faire plutôt de cette manière qu'une autre. Achat, valorisation des déchets, transport. Pour la table de Cana, c'est par exemple le lancement de légumeries. C'est par exemple le lancement de stations de lavage de contenants versus moins de plastique, moins de carton, qui nous permet d'accompagner des personnes qui sont sous les radars, comme un SAS, avant de leur proposer un travail en insertion avec quelques codes de fonctionnement de l'emploi qu'elles ne connaissent pas. Vous avez aujourd'hui des gens en France qui ne sont même pas capables d'être insérés parce qu'ils n'ont pas le préalable, c'est arriver à l'heure, arriver propre et ne pas partir au bout de 2 heures quand on en a assez. Ça, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans la réalité concrète. Et ça, c'est notre responsabilité. Donc, c'est aussi une responsabilité de faire croître l'homme avec un H majuscule. C'est cette dynamique d'aller de l'avant pour contribuer à l'emploi en mettant des personnes formées à disposition d'un secteur de métiers sinistré après la pandémie, actuellement plus de 200 000 postes ne sont pas pourvus alors que l'activité redémarre fortement. Je m'arrête, vous l'avez compris, pour moi la croissance c'est un moteur. Et ce n'est pas n'importe comment. Et aujourd'hui, et depuis maintenant longtemps, nous faisons honnêtement n'importe comment. Où sont nos responsabilités de responsables? Où sont nos responsabilités de politique? Où sont les responsabilités tout simplement d'hommes et de femmes dans la société? Je reste convaincu que tout peut changer et ça dépend d'abord de nous, là où nous sommes placés, par exemple à l'école, par exemple en famille, par exemple dans le mouvement de jeunes, où il faut absolument retrouver cette responsabilité de la croissance raisonnée. J'appelle plutôt la croissance ajustée. Et pour moi, la décroissance pour la décroissance, ça n'a pas de sens. Sauf que, dans certains cas, il faut décroître et vite, c'est-à-dire décroître de toutes nos erreurs. Je pense que j'ai fait 10 minutes. Oui, je n'ai pas compté parce que c'était tellement passionnant que je n'ai pas pensé à regarder ma montre. Et après, on a déjà mis trop. Ah, pardon. D'abord, un réquisitoire, c'est dur, mais réquisitoire, ça fait partie de l'exercice. Oui. Ensuite, une mise en responsabilité de nous tous. La croissance, ce que nous dit Guilain, la croissance, c'est pas une erreur. C'est la mettre en œuvre qui peut être une erreur. Alors, je vais me tourner vers Geneviève. Comment réagissez-vous, Geneviève, à ce réquisitoire et à cette solution? La croissance, ce n'est pas une erreur? Non, la croissance, ce n'est pas une erreur. Je partage. Alors, il fallait qu'on soit d'accord, mais c'est pas grave. Hein. Il fallait que chacun s'exprime. Il fallait que chacun s'exprime. Alors, je suis très heureuse d'être parmi vous. Vous avez compté beaucoup dans mon parcours, dans votre association. Je fais partie des vieux dinosaures. Avec d'autres qui sont dans la salle d'ailleurs. Et le mouvement actif de votre association a été une des premières associations qui s'est posé cette question de comment concilier croissance et sens. Et je dirais que quelques années plus tard, 25 ans plus tard, le débat commence enfin à s'élever. Il prend un peu de substance. Alors, la croissance, c'est un projet de vie. Effectivement, nous sommes appelés à croître. On voit mal comment on pourrait renoncer à croître. Ça serait synonyme d'attrition, de regret, de regret. Je préférais, dans une étude qu'on a produite, alors je ne fais pas la publicité, mais c'est entreprise et post-croissance, mais on a choisi de prendre une ligne de crête différente et d'appeler notre sujet la post-croissance. Vous pouvez télécharger cette étude sur le site de profil gratuitement. Mais c'est parce que à l'origine, c'était la même interrogation. C'était de se dire, compte tenu de ce que l'on sait des limites planétaires, sujets non moins importants que les sujets environnementaux, c'est-à-dire tous les sujets sociaux, sociétaux, comment est-ce qu'on fabrique des territoires de création de valeur qui soient respectueux de l'homme, qui maintiennent une forme de dignité et de décence. Et comment on tient ça ensemble?
Et pour éviter les débats stériles entre croissance, les laboratoires de la croissance et la décroissance, on a choisi cette voie de la post-croissance. Sachant que croissance et décroissance, ça renvoie à deux pensées magiques. La première pensée magique, c'est que la technologie va nous sauver. C'est intéressant, c'est une pensée magique dominante. Elle est d'ailleurs très raccord avec 200 ans presque 200 ans de révolution industrielle. Et de fait, la technologie a énormément avancé. Et nous avons encore cette idée que grâce à des nouveautés technologiques, nous allons pouvoir sortir de cette dépendance, notamment aux énergies fossiles, qui nous aliène. Une pensée magique parce qu'à supposer qu'il soit possible effectivement d'inventer des technologies miraculeuses, dans l'espace de temps qui nous reste pour maintenir un climat viable, c'est hors de portée. Et puis, il y a l'autre pensée magique, qui est la décroissance va nous sauver. Et bien, la décroissance, il faut aussi comprendre que quand elle est subie, si elle est appliquée à l'ensemble de l'humanité, c'est du chaos. C'est du chaos et c'est probablement une notion que l'on peut appréhender à titre personnel, voire intime. Je choisis de ne pas consommer, de déconsommer. Je choisis de ne plus d'être extrêmement circonspect par rapport à mes choix d'investissement, mes choix de consommation. Mais érigé en projet politique à l'échelle de la planète, on voit bien que ce serait juste inapplicable. Alors, je voudrais vous soumettre quelques notions que l'on a défrichées dans cette étude. On se dit, la post-croissance, c'est quoi? C'est probablement se mouvoir dans un espace qui est écologiquement sûr, c'est-à-dire qu'on ne va plus emplafonner les limites planétaires. Et les limites planétaires qui ont été mises en exergue par le Stockholm Residence Center en 2009, bon, c'est des sujets qu'on connaît depuis les années 70, hein, vous l'avez très bien dit, mais c'est une autre façon de les représenter, de dire qu'il y a 9 limites planétaires, dont le climat, il y a la pollution chimique, il y a l'artificialisation des sols, il y a la pollution de l'eau, il y a la question de la biodiversité, etc. Donc on voit que les limites planétaires, ce sont juste les processus biologiques qui permettent à la vie de nous accueillir, à la planète d'être viable, habitable et hospitalière. Et puis, il y a les fondamentaux sociaux, c'est-à-dire tous les processus qui permettent à l'individu d'avoir accès à l'éducation, à une vie digne, à des institutions qui fonctionnent, etc. Donc voilà, la post-croissance, c'est se mouvoir dans un espace qui est écologiquement sûr et socialement juste. Le problème, c'est qu'une fois que je dis ça, c'est extrêmement difficile de caractériser ces espaces, puisque nous sommes confrontés à beaucoup de subjectivité. Et le mythe de la croissance est un mythe de la peau dure. Et quasiment, il faut le déconstruire avant de parler de la post-croissance. Alors, quand on parle de la croissance, on se rend compte que, et notamment la croissance verte, on se rend compte qu'on nous vend à terme un découplage de la production des biens et des services avec la consommation d'énergie. Nous dire qu'il sera possible de maintenir le même niveau de vie puisqu'on aura des technologies qui vont nous permettre de consommer beaucoup moins d'énergie par unité de biens produits. On voit qu'on n'y arrive pas. On voit qu'on n'y arrive pas. Dans tous les cas, pour que ce découplage soit possible, il faudrait qu'il soit absolu, il faudrait qu'il soit permanent. Il faudrait qu'il soit suffisamment rapide, il faudrait qu'il soit global. Donc, on est confronté à quand je parlais de la croissance verte, c'est probablement une tentative de penser que nos modes de vie, on peut encore continuer en verdissant un peu les processus, en consommant de l'énergie, en essayant d'être beaucoup plus vigilant. Et là, on regarde tous les modèles et tous les modèles qui tournent en ce moment, la croissance verte, on y arrive. Donc, si on ne peut pas avoir cet échappatoire de croissance verte qui a fait le titre pendant de grandes années, pendant de longues années, on parlait de la croissance verte, la solution à tous nos problèmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, effectivement, il nous reste probablement la voie de la sobriété, qui est une croissance beaucoup plus qualitative. Une croissance plus qualitative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une croissance qui renonce à s'exercer dans tous les périmètres de la vie et dans tous les espaces temporels. C'est-à-dire que la croissance, par nature, qu'est-ce qu'elle est? Elle va s'intéresser à s'accroître
à accroître ses périmètres géographiques. Et en termes d'accessibilité, c'est vendre toujours plus à toujours plus de personnes, où qu'elles soient, ou de nouveaux territoires, comme par exemple ce qui fait de l'ordre du don. Quand j'accueille quelqu'un chez moi et que je fais dormir sur mon canapé, ben, je ne fais pas payer, donc ça échappe à la croissance. Mais à partir du moment où je crée Airbnb, eh ben, je crée un nouvel espace de croissance puisque je vais monétiser l'accueil chez moi, voilà, je vais monétiser le mètre carré dans mon espace privé. Donc voilà, j'ai un nouveau territoire de croissance. Donc, vous voyez que la croissance cherche, et c'est normal, c'est notre pente, cherche toujours à investir dans de nouveaux territoires. Idem pour le temps, il faut que je sois livré en 10 minutes. Je ne supporte pas de ne pas être livré en 10 minutes. Donc, de nouveaux territoires de croissance dans le fait de délivrer très rapidement des produits et des services plus grand nombre. Bientôt, nous aurons des territoires de croissance dans le monde virtuel, donc le métavers. C'est-à-dire que ce que nous ne pourrons plus acheter physiquement, peut-être en raison de la contraction de l'énergie, eh bien, nous irons l'acheter dans le métavers, même si ça pose d'autres questions sur la consommation d'énergie de tous les serveurs du monde. Donc, vous voyez que imposer un nouvel imaginaire qui serait entre croissance et décroissance, ça demande énormément d'exigences et de lucidité. C'est néanmoins possible. De toute façon, on rentre dans la décennie où le principe de réalité va s'imposer. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous sommes dopés aux énergies fossiles. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous avons investi tous les territoires possibles de création de valeur. Maintenant, la question, c'est pourquoi? Donc, c'est la question du sens. Et celle-là, elle est vertigineuse parce que, j'en terminerai par là, il y a énormément de vacuité dans la croissance telle que nous la connaissons aujourd'hui. Avant de passer à des questions dans la salle, parce que je pense qu'il y en a sûrement, je me réserve le droit de l'animateur et de pousser un peu dans le franchement de chacun. Vous avez évoqué, Geneviève, des obligations à côté de la croissance et une certaine sobriété. Est-ce que vous voulez parler aussi de la gratuité qui avait été évoquée par Benoît XVI, qui n'est pas un terme économique et qui pourtant pourrait être un élément de réponse, ou vous vous arrêtez volontairement à la sobriété? Je vends moins, ou quand vous prenez l'exemple de votre canapé, vous ne le vendez pas du tout. Oui, on peut parler de... Alors, sobriété, déjà, c'est une sacrée marche. Si on rajoute gratuité, mais je comprends qu'on puisse parler de gratuité ici, si on rajoute la gratuité, on rentre dans un nouvel espace. On rentre dans un nouvel espace, c'est-à-dire qui existe, qui coexiste. C'est-à-dire que quand nous sommes dans des modèles d'associations, de fondations, où clairement on donne de l'argent sans contrepartie à des projets, je pense, qui vont dans la direction favorable pour l'épanouissement de la personne, l'éducation, la science, la culture, ce que vous voulez. On est déjà dans une économie de la gratuité. La question, c'est de savoir comment cette économie de gratuité, dans le mot économie de gratuité, comment est-ce qu'on, parce que ça génère énormément de transferts d'argent, comment est-ce qu'on arrive à l'arrimer à une vision de post-croissance ou de croissance qualitative. Alors, ça existe. Ça existe. On voit que dans certains cas, il y a des entreprises en mission qui clairement préfèrent renforcer leur rentabilité que leur croissance. C'est une nuance intéressante. Quand tu dis entreprise, il faut quand même être rentable pour continuer à générer des revenus, mais on est plus obnubilé par la rentabilité et la solidité que par la croissance pour la croissance. Et cette rentabilité, elle peut aussi générer des sommes qui permettent d'aller renforcer ce qu'on appelle des communs. Alors, je ne sais pas si ça a à voir avec la gratuité, mais c'est de dire, si une entreprise, par exemple, dans l'agriculture biologique, respecte la biodiversité, respecte la qualité des sols, une juste rémunération des agriculteurs ou des producteurs, on a du mal à voir ces sujets-là rentrer dans son bilan économique. Et pour autant, il y a une forme de gratuité dans la mesure où cette entreprise va aussi participer à un commun qui est un commun environnemental ou social. Donc, vous voyez que cette notion de gratuité, on tourne autour, on n'arrive pas vraiment à la traiter. Alors, je réserverai un mot dans le cadre de la gratuité pour Dylan, qui était le mot de solidarité.
que gratuité, solidarité, on n'est pas loin, et on est aussi dans un circuit économique, j'allais dire, puisque solidarité suppose que j'apporte de l'aide. Et ce mot cache derrière aussi une autre chose, c'est est-ce que cette croissance qu'il faut segmenter, il y aurait lieu de la segmenter entre les pays développés et les pays sous-développés, entre les territoires développés et le territoire dans lequel tu travailles, qui est le territoire en développement. Peut-être que je vais répondre à votre question, mais plus dans un deuxième temps, parce qu'il y a 3 mots qui ont été prononcés tout à l'heure: sens, gratuité, sobriété. Et je voudrais donner un témoignage de beaucoup de jeunes aujourd'hui que je rencontre, mais comme vous, puisque là, on a un âge où on est mentor, où on est des transmetteurs. Et je suis émerveillé de voir des jeunes, y compris des jeunes diplômés dans les écoles, qui veulent donner du sens à leur vie et qui n'ont pas peur de l'exprimer. Nous avons à la table de Cana des stagiaires de Centrale, des stagiaires de Polytechnique, qui viennent dans nos laboratoires et qui viennent prendre leur part. Et moi, je leur dis, c'est formidable, vous allez maintenant lancer des tables de Cana là où vous êtes. Et je rebondis sur croissance, décroissance, pays développés, sous-développés. Notre pays a une partie sous-développée. Ce n'est pas la peine d'aller loin, au Togo, au Congo, en Chine, au Vietnam. La France a un côté extrêmement développé et un côté très sous-développé. Et c'est ce côté sous-développé qui est pour nous une chance. Lorsqu'il n'y a pas de table de Cana dans le Grand Ouest, on va lancer dans le Grand Ouest. Il n'y en a pas dans le Nord, il n'y en a pas dans l'Est. Il y en a une qui est en train d'être lancée dans la Drôme. On a toutes les parties prenantes sont parties prenantes avec nous et toutes nous disent: vous êtes non pas les sauveurs de l'humanité, bien sûr que non, et vous prenez votre part pour des gens qui, sans vous, ne pourraient pas apprendre un métier. Donc nous, la croissance, elle est liée à des départements et à des territoires sous-développés. Ici, on est à Paris, il y a des grandes villes, mais il y a un monde. Vous voyez, il y a un monde. Donc, je suis profondément optimiste quand je vois que des jeunes aujourd'hui, plutôt que de faire des carrières comme moi j'ai pu faire à l'époque, c'est-à-dire des choses très linéaires avec des plans de carrière, les plans de carrière n'existent plus, même le contrat à durée indéterminée n'est plus une demande, on veut une mission. Je suis prêt à venir en mission à la table de Cana et on trouvera des financements pour te donner un salaire et te débrouiller autrement. Donc, oui, la sobriété, oui, la gratuité, mais oui à cette jeunesse qui d'ailleurs est capable aujourd'hui de nous sauver. C'est-à-dire qu'ils se sentent responsables de tout ce que nous n'avons pas fait pendant 50 ans. Parce que moi, je me dis aussi que nous sommes complices. On est toujours complices, d'ailleurs, quand on continue à acheter des abricots qui viennent d'Espagne, encore qui viennent d'Espagne, ça va, mais vous voyez, donc il y a énormément de points très positifs, mais notre pays est encore à conquérir. Alors, je vois déjà des doigts qui se lèvent. Donc, je lève le micro pour non pas le statut de la liberté, mais pour l'heure, oui, on va se partager. Olivier de Guerre, Citrus. Merci pour ces visions positives. J'ai une question que vous avez pas totalement avancée, vous n'avez pas absolument totalement la première, c'est sur le rôle de l'investisseur. Vous avez parlé de rentabilité, mais l'investisseur, quand il recherche de la rentabilité à la croissance, il n'y a pas à réfléchir à qu'est-ce qu'on attend en tant qu'investisseur par rapport aux structures et à la croissance. La deuxième, c'est ce que je n'ai pas tout abordé, c'est la démographie. Nous savons que nous sommes de plus en plus nombreux, plusieurs milliards de personnes sur la Terre, et on sait très bien que la population mondiale en Europe, c'est pas jouable. La question, comment pouvons-nous faire, parce que ça remet en cause très directement les stratégies que très peu d'entreprises européennes qui cherchent à dupliquer leur modèle dans le monde entier. C'est un peu ça que vous allez avoir un petit peu de l'évolution. La question s'adresse à Geneviève. Je pense que les deux ont une vision très complémentaire. Alors, Geneviève. Rapidement, Olivier, merci de ta question, parce que c'est vraiment très pertinent. C'est vrai que la rentabilité, quand je l'évoquais, c'est plutôt des entrepreneurs, des entreprises moyennes. La gouvernance est extrêmement alignée. Peut-être que oui, dans une entreprise cotée en bourse, il y a un désalignement d'intérêt dans une entreprise telle qu'on a pu le voir, des grandes EPI, des PME. Finalement, les actionnaires fondateurs sont à l'aise avec un niveau de croissance d'un taux de rentabilité. Et un exemple, par exemple,
dans certains cas, plutôt que ça marche très bien, plutôt que d'aller ouvrir des magasins partout sur la planète ou des franchises partout sur la planète, c'est-à-dire donner les moyens à ceux qui, voilà, de les accompagner pour qu'ils fassent eux-mêmes sans que nous, on ait à se déplacer. Ça, c'est un nouveau mode, je dirais, de post-croissance. Donc, on n'a pas besoin forcément d'être là et donc de mobiliser des capitaux pour aller mettre des drapeaux partout sur la planète. Vous considérez que c'est très bien déjà l'espace européen et très bien, ils vont être contents avec ça. Donc, ça suppose aussi que des investisseurs, pour financer quand même cette rentabilité, il faut des investisseurs qui partagent cette même vision. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup. Ce qui m'amène à une question que tu n'as pas posée, mais je peux y répondre, c'est que la comptabilité telle qu'elle est aujourd'hui ne permet pas à l'électrique de rendre compte de cette vision justement de création de commun, de renforcement de commun, qui te fait rentrer dans une rentabilité d'entreprise. Enfin, la démographie n'a aucune solution. C'est vrai que quand on regarde en gros l'Afrique et l'Inde, on se dit que ces personnes-là ces continents qui sont en croissance démographique très forte, quoique l'Inde commence à rentrer dans une forme de transition, on va dire l'Afrique, à un moment donné, ils vont gagner en intensité carbone. Pour l'instant, ils sont très peu émissifs en carbone. C'est terrible, déjà, les personnes qui sont émissives en carbone, c'est mais je pense que ces continents vont monter en puissance, on se dit, mais oui, c'est pas possible. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est juste très rapidement leur donner accès à des technologies les plus sobres possibles, c'est-à-dire ne plus passer par la case brevet, il faut aller de toute urgence faire en sorte qu'ils bénéficient des technologies moins émissives. Une fois que j'ai dit ça, comme on ne les a pas déjà trouvées pour nous-mêmes et qu'on ne se l'applique pas, ce n'est pas avant 20 et 30 ans. Et c'est là qu'on voit que ça ne boucle pas. Il y a même certains économistes qui prévoient, appellent de leur vœu, je n'en sais rien, une réduction de la population mondiale. Ça, le climat, il y a peut-être que les aléas climatiques vont s'en charger, mais je vois mal comment on pourrait demander à des personnes qui sont encore dans des modes de vie extrêmement sobres de s'empêcher de faire des enfants parce que nous, on a remplacé toutes les limites. C'est quand même un petit sujet éthique. Mais je pense qu'il y en a qui n'hésiteraient pas à l'entendre. C'est un vrai sujet. Mais ce sera peut-être l'objet d'un autre colloque. Guilain, réaction là-dessus et surtout, j'aimerais bien avoir une position sur l'investisseur. Justement, je vais commencer par ça. Le rôle de l'investisseur recherche de la rentabilité. Alors moi, ça fait longtemps que je travaille, enfin maintenant je suis en retraite, mais j'étais dans des grands groupes, pas dans des grands groupes cotés, mais des groupes où il y avait des actionnaires. Donc des investisseurs, c'est un peu différent. Et il y a quelque chose qui me choque chaque année, c'est quand la une des Échos ou du Figaro dit le montant total des dividendes de cette année sera de 45 milliards d'euros ou 50 milliards d'euros. Chaque année, c'est la même chose. C'est encore un marronnier, je suis obsédé par les marronniers. Je me mets à la place de la caissière du Carrefour ou de je ne sais quelle structure qui ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre. Donc, la réponse que j'ai envie de vous faire, et là, elle m'enthousiasme aussi beaucoup, c'est que je constate, en tout cas, je parle pour notre propre chapelle, que dans le cadre d'un certain nombre de fonds, il y a des fonds aujourd'hui qui ont décidé, par leur conseil d'administration, d'affecter des poches entre 10, 15 ou 20% de leurs encours à l'économie sociale et solidaire sans attendre de rentabilité immédiate. C'est une forme de prêt. Ça veut dire qu'ils prennent leur part à notre déploiement. Et ça, je trouve ça très, très encourageant. Parce qu'ils peuvent, alors je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais comme ils doivent avoir un certain nombre de placements plus rentables, en moyenne pondérée, tout mis bout à bout, on doit arriver à un bas de page convenable. Mais là aussi, il y a quelque chose de nouveau, y compris dans des grandes entreprises, où je vois des grands patrons qui mettent en place des systèmes de mécénat de compétences, qui mettent en place des systèmes d'horaires ou de jours dégagés pour leurs employés et qui le mettent à notre disposition. C'est une forme aussi de rentabilité qu'ils ont, mais qui ne se mesure pas de façon économique et chiffrée. Ce n'est pas le taux de rendement interne de la rentabilité, c'est le taux de rendement interne de la place que je vais prendre dans l'économie sociale et solidaire pour mon prochain, qui est plus fragile que moi et qui n'a peut-être pas eu la chance que j'ai eue. Donc, je suis plutôt enthousiaste là-dessus, parce qu'il n'y a pas que des horribles investisseurs qui demandent
encore qu'horrible, c'est un peu rapidement dit, mais qui demande une rentabilité immédiate, il y a un vrai mouvement qui est en train de se passer. Vraiment qui est en train de se passer. Sauf que ce n'est pas assez. C'est pas assez. Pour lancer une table de canard, il faut entre 300 000 et 500 000 euros. Je vais à la pêche perpétuelle, j'y occupe 100% de mon temps. Et donc, je fais ici un appel, n'est-ce pas, à tous ceux qui écoutent, y compris dans les ondes. Ça vaut le coup d'investir dans une table de canard parce que le taux de retour, il ne vous est pas compté, il vous est donné. C'est la gratitude que vous recevez en retour du bien que vous faites pour ces gens. Et le plus beau cadeau que moi je peux avoir quand je vais les visiter, et j'y vais très souvent, c'est le sourire qu'ils me donnent et le merci qu'ils me renvoient. Ça, ce n'est pas de la rentabilité financière, c'est de la rentabilité d'humanité. Juste sur la démographie, alors là, je pense que nous avons une responsabilité considérable, c'est que je trouve que nous devrions transférer une grosse partie de ce que nous avons en surplus dans tous ces pays qui manquent de tout. Nous sommes surengraissés, nous sommes en surcapacité partout. Donnons, ayons la culture du don, donnons plus, donnons mieux, mais surtout aidons ces pays à vivre tels qu'ils peuvent vivre, ne comptons pas nos dons. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a beaucoup à faire ici. Et je reviens à cette jeunesse extrêmement généreuse. Et il y a beaucoup de jeunes qui donnent des années de césure, qui partent et qui donnent leur temps à des associations et qui ne le font pas parce que c'est bien sur leur CV, c'est fini ça. Hein, et qui le font parce qu'ils veulent s'engager pour la planète et pour leurs prochains. On dit aujourd'hui le bien commun, ça c'est une réalité. Donc c'est très encourageant. Ça sera très long par contre. Il y a de questions, opinions, oppositions. Pierre-Henri. Attends, on va te donner un micro. Oui, un micro, oui. Oui, moi j'étais un peu troublé, Geneviève, par ce que tu as dit sur la technologie. Je pensais qu'il y avait de la croissance en technologie possible. Et finalement, c'est une pensée magique. Que la technologie est une pensée magique. Je pensais que la technologie, parce que finalement, ce n'est pas le sujet, c'est on revient là-dessus. Non, je dis simplement que la pensée magique, c'est la technologie qui va nous sauver, ce n'est pas la technologie. C'est-à-dire qu'il faut absolument redonner au progrès, il faut donner une redirection au progrès, c'est-à-dire pour l'homme et pour l'écologie. C'est-à-dire que la technologie dans laquelle on ne s'interroge plus sur le sens, où on est dans une maîtrise ou une domination parfaite de l'humain et de la nature, voilà. C'est ce genre de technologie. Je pense que ça relève de la pensée magique. C'est-à-dire, je vais te donner des exemples très clairs. On peut tout à fait décarboner sans se soucier de l'homme et de la nature. Il n'y a aucun problème. Par exemple, quand tu vois qu'en Chine, il existe un bureau de modification du climat. Bon, voilà, on peut modifier le climat, on peut faire pleuvoir, on peut artificialiser. C'est ce genre de technologie, mais on n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin. Donc, je dis simplement que la technologie va nous sauver, et à la mesure où le changement climatique, et de toutes les façons, on est sur un mouvement qui est absolument irréversible. On sait qu'à la fin du siècle, à moins, je ne sais pas ce qui peut se passer, mais on sera sur une tendance de réchauffement entre 3 et 4 degrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une nouvelle ère géologique. Alors, il n'y a que 5 degrés qui nous séparent d'une ère glaciaire, d'une ère interglaciaire dans laquelle on est. Et après, on va passer dans une ère caniculaire, sauf que la dernière ère glaciaire, on était quelques Cro-Magnons, quelques mammouths lumineux, et là, on va être 8 milliards, 9 milliards, enfin, normalement 10, mais... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la technologie, dans une planète qui va se réchauffer, qui va ressembler à une fournaise, attention à ce qu'elle nous propose. Est-ce que ça va nous faire aggraver ou est-ce que ça va nous réhumaniser? Voilà. Donc, après, pour la démographie, c'est simplement transmettre des technologies existantes qui font je pensais notamment au brevet. Je pensais à être dans une approche un peu de la même façon, de faire en sorte qu'il y ait du transfert de compétences, d'expériences, de connaissances, pour éviter que ces populations achètent des technologies extrêmement carbonées, voilà, pour éviter de faire les mêmes erreurs que celles qu'on a faites. Oui, j'avais été aussi un peu choqué. Il ne s'agit pas de supprimer la technologie. Il ne s'agit pas de la mettre au banc. C'est un élément important d'avenir. Mais l'ajuster, comme dirait Dylan. Ajustons. Autre.
Moi, j'ai deux questions qui m'ont bien attendre. Merci déjà pour votre. Vous êtes posé très clair et concret. Concernant les jeunes, je suis d'accord avec vous, ça va être ça de plus en plus. Et tant mieux, il y a quand même une petite incohérence sur dans leur comportement, en particulier sur la notion du temps. Vous parliez effectivement de l'immédiateté. Ils sont tous à fond sur la musique. Comment? Parce qu'ils sont livrés en 24 heures. Il y a un sujet, il y a un vrai sujet là-dessus qui m'interpelle pas mal. La deuxième interpellation que j'ai, alors je ne sais pas si c'est complètement dans la thématique, mais sur la notion de sobriété. Il y a la notion qui me fait moi un petit peu peur, c'est le renfermement sur soi. On veut produire local, on veut produire humain, on veut être autonome, et en quelque sorte, ça rejoint une forme de démondialisation. Et très honnêtement, moi, j'ai cette crainte de ce renfermement qui peut conduire jusqu'à une forme de, c'est à l'extrême, hein, de nationalisme qui peut être dangereux. Voilà. Qui répond D'abord, je voudrais rebondir sur Amazon. Il faut que nous, Français, on fasse aussi bien qu'Amazon. Avez-vous déjà commandé un livre? Alors, je ne vais pas citer le nom de structure française parce que ça serait très déplaisant, mais Amazon, c'est génial. C'est-à-dire que vous commandez votre livre, vous l'avez à J+1, ça marche, c'est extraordinaire. Donc, les gens qui vont critiquer Amazon, par exemple, il faut que nous, Français, nous soyons capables de faire beaucoup d'Amazon. Et c'est là où il faut dire aux jeunes, allez-y, faites des Amazones, quoi. Mais la consommation effrénée, elle cache peut-être aussi beaucoup de choses, moi je crois. Elle cache beaucoup de choses. Alors, je vais te dire quelque chose qui n'est peut-être pas très politiquement correct, mais on peut le dire ici, d'autant plus que c'est totalement enregistré, donc c'est diffusable sur toutes les ondes du monde entier. Et qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps. Et je trouve ça terrible. Ils n'ont plus le temps. Pourquoi faut-il absolument se dépêcher à aller acheter un bouquin sur Amazon ou quoi, un CD, alors qu'on peut prendre le temps d'aller déambuler dans un magasin? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'il faut reprendre le temps de vivre? Voilà, le temps de vivre. Et je pense que ce temps de vivre, il est urgent et nécessaire. Les gens courent comme de lapins. Vous savez que les burn-out pour les jeunes sont de plus en plus courants. Il y a beaucoup d'articles là-dessus. Donc, je pense que c'est aussi à nous, adultes, de réguler un certain nombre de choses là-dessus. Soyons des exemples de sobriété, nous les premiers. Mais franchement, si nous arrivions à faire des choses aussi bien qu'Amazon, rien ne nous empêche de le faire. C'est ça la concurrence aujourd'hui. Si ça marche, c'est que ça marche parce que c'est efficace. Donc, la consommation crée la consommation. Aujourd'hui, les gens ne vont plus dans les magasins. Regardez dans Paris, après la pandémie, d'ailleurs, vous avez aujourd'hui une boutique Chauvet qui est fermée. Et vous avez aussi des jeunes qui ont envie de reconquérir les centres-villes. Vous avez dans la Drôme quelque chose qui s'appelle Village Vivant, qui est en train de reconquérir les centres-villes en mettant des jeunes pour refaire du commerce de base, comme presque leurs grands-parents. Donc, c'est pas foutu, quoi. Je crois que notre jeunesse, elle a aussi beaucoup de choses à nous apprendre et à réinventer avec nous. Muriel a posé aussi une deuxième partie de sa question, qui est très importante. Le retour au local. Si chanter, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous aviez vu Le Monde de demain, ce film. C'est un peu peur. Bon, moi, je pense qu'il ne faut pas. Il y a plusieurs Amazon qui sont dans le projet de battre. Ils ont un algorithme de gamme. Et surtout, oui, on comprend le temps de faire. Vous savez qu'il y a un chiffre qui est absolument renversant. C'est qu'à peu près, ça dépend encore des produits, mais des produits qu'on achète, des vêtements ou des livres, ou en tous les cas, tout ce qui n'est pas consommable ou périssable, vous savez que ça n'est pas ouvert, c'est pas ouvert dans les 2 semaines. Vous êtes battu pour avoir votre truc dans les 24 heures, votre bouquin, mais en fait, vous n'avez toujours pas déballé dans les 2 semaines votre fringue. Là, il y a quand même quelque chose, on est complètement formaté. Donc, voilà, donc moi je dirais non, effectivement, commander sur. Oui, commander, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne suis pas du tout technophobe, au contraire, c'est peut-être pratique de commander. Moi, des livres de poésie, effectivement, je les trouve que sur Amazon, mais je les fais livrer à mon petit libraire du coin. Bon, c'est un petit truc comme ça ne veut pas non plus d'acheter des bouquins, mais bien des conseils. Donc, il faut aussi nous déprogrammer. Donc, la sobriété, c'est déjà se poser la question de l'immédiateté et de la compulsion qu'on peut avoir par rapport à un bien. Le téléphone, est-ce que j'ai besoin de changer de téléphone tous les
disant, ben non, pas forcément, ben oui, il y a des applications qu'on ne peut pas charger. Est-ce qu'on peut vivre sans ou pas? Les enfants pensent que je ne peux pas vivre sans, moi j'arrive encore à vivre sans. Mais c'est compliqué aussi. Pour répondre à la moi, ça, ce que vous avez de point que vous avez soulevé m'inquiète énormément. En même temps, je me rassure en regardant l'histoire. Je me dis qu'il y a toujours eu des échanges entre les grandes cités, Anvers, Venise. Il y a toujours eu des flux culturels, scientifiques, politiques, économiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a fait d'ailleurs que les bipèdes que nous sommes, il est devenu le prédateur en chef de la planète. Parce que ce tel flux couplé à des connaissances, à des échanges de biens marchands, ça a produit une civilisation qui est celle dans laquelle on vit. Sauf que maintenant, il faut peut-être repenser cette mondialisation. Donc, je dirais que pour moi, rien de plus flippant que de revenir vraiment à du ultra-local. Je pense que ce serait pour moi une forme, vraiment là, c'est de l'attrition, c'est du regret. Mais peut-être qu'il y a une double. Aux frontières de l'Europe, on peut très facilement se mouvoir dans un système, enfin très facilement, on peut facilement se mouvoir dans un système à peu près dans les limites planétaires. Au-delà, ça devient très compliqué, mais on peut imaginer d'autres formes d'échange. Ce qui est vrai, c'est que des chaînes de valeur ultra-carbonées qui emplafonnent toutes les limites planétaires, qui piétinent tous les droits sociaux pour un truc qui ne sert à rien et qui est fait à l'autre bout du monde, ça, je pense qu'il faut qu'on arrête. Maintenant, je vous dis ça, c'est une vision extrêmement subjective. Ce qui est utile pour moi n'est pas forcément utile pour vous. Donc, on rentre dans quelque chose qui n'est pas forcément facile à caractériser. Alors, Jacques Ferret. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même, à un moment donné, un choix à faire entre la gratuité et la contrainte? C'est-à-dire que, Geneviève Ferron, vous avez parlé de la comptabilité. Hein, on a parlé de comptabiliser les nuisances. On a parlé autour de l'Europe d'une frontière carbone. Bon, on voit dans les grandes écoles commerciales, il me semble que la part qui est faite aux enseignements de gratuité précisément ou de solidarité n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc, voilà un certain nombre d'exemples que je prends au hasard, n'est-ce pas? Est-ce que là, il n'y a pas un problème de contrainte? M. Guillaume l'a fait, est sensible à ce que vous dites parce que vous parlez des jeunes, et des jeunes qui, eux, ont une aspiration dans ce sens-là. Mais est-ce qu'il ne faut pas la doubler d'une forme de contrainte? Honnêtement, à part ce mouvement de la jeunesse qui effectivement arrive à tous ces jeunes, entre guillemets, qui désertent et qui tournent le dos à des carrières qui sont celles de leurs parents, je ne suis pas sûre qu'on soit dans la gratuité, mais ce qui est clair, c'est qu'on ne veut plus servir un système où on trouve dépourvu de sens et même mortifère. Après, pour ces générations-là, rentrer dans le champ de la gratuité, quand ils acceptent de travailler dans des associations pour un salaire probablement symbolique par rapport aux carrières qu'ils auraient pu faire, ils sont déjà dans une forme de gratuité. Quand ils sont déjà dans le renoncement à une ultra-mobilité, donc il y a beaucoup dans la posture de renoncement, alors, je prenais des exemples de jeunes, mais même des entreprises, il y a effectivement une forme de gratuité. Maintenant, je ne vois pas comment, de toutes les façons, on va être contraint parce qu'il va y avoir une telle pression sur le changement climatique et donc il va falloir sortir au galop des énergies fossiles. Donc, mais je ne vois pas en quoi on arriverait à un système, à part les Chinois qui peuvent inventer ça à grande échelle, avec un crédit social et peut-être demain un crédit environnemental, pour qu'on puisse effectivement être dans une relation empreinte de gratuité et d'altruisme. Au moment où je vous dis ça, je vois que la Chine ne prend pas du tout de la surveillance totale et c'est complètement flippant. À part l'éducation, pour vous répondre, voilà, à part l'éducation, je ne vois pas comment on n'arrive pas à une forme de contrainte. Et d'ailleurs, est-ce qu'il le faut ou pas? Donc la gratuité, c'est quand même philosophiquement, c'est une liberté, c'est un choix, c'est une rencontre. Donc,
ça devient une contrainte, pour moi, c'est recruter des contours assez inquiétants. Par rapport à la démographie et puis à la question des pays du Sud, pour dire globalement, moi, je me pose une question de par les rencontres que je peux faire quand je vais rencontrer mes sœurs en République démocratique du Congo, de me dire, est-ce que quand on dit qu'il faut sortir du carbone, il faut aller vers une forme de croissance, et je suis tout à fait d'accord, mais quand je parle avec mes sœurs, pour elles, c'est du néocolonialisme, parce qu'elles n'en sont pas là et que eux, leur modèle, c'est d'arriver à ce que nous avons et de quel droit on les empêcherait d'arriver où nous sommes. Et moi, cette question d'une nouvelle forme de colonialisme sous les belles couleurs de respect de la nature, etc., moi, ça me questionne beaucoup. Sur ce sujet, Olivier, il ne faut pas le chanter, c'est un sujet important. Je vais rebondir, est-ce que c'est pas lié aussi à la télévision, toutes les images que nous véhiculons dans le monde entier et qui font qu'il y a envie de faire ça? M'intéresse sur ce sujet? Oui. Le débat s'engage. Oui, sans aller chercher en République du Congo, moi je regarde simplement dans mon quartier comment demander aux gens de consommer moins alors que de toute façon ils n'ont rien. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, la pauvreté, elle est déjà chez nous. Et c'est des gens qui sont... Je pensais là tout le temps, je pense au marché. On a un marché, j'habite dans un quartier en zone sensible. Et il y a un marché le vendredi, marché qui est très, très fourni. Mais il n'y a aucun produit de France. Et pourquoi? Parce que c'est pas cher. Il y avait une productrice qui venait régulièrement et qui m'a dit, moi je ne viens plus ici, bientôt les gens, il faudrait que je leur donne de l'argent en même temps que mes pommes. Donc je ne viens plus les vendre, quoi. Et après, il y a toute cette incitation à la consommation. Quand ça fait déjà 3 mois que sur le marché, on trouve des melons. J'habite en Provence. Alors, c'est bien que les melons, ce n'est pas maintenant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui donne envie. Pas melon, il ne faut pas bien. Voilà. Donc, c'est cette difficulté-là. Et c'est pareil quand on parle des jeunes, on parle des jeunes d'une certaine classe sociale, d'un certain milieu. Les jeunes qui sont en train de galérer pour essayer peut-être d'avoir le bac, et encore, c'est pas sûr, ben, c'est pas eux, ils rêvent d'avoir un métier qui va rapporter beaucoup, qui va, alors, si possible, pas trop travailler, mais enfin, sûrement gagner beaucoup de sous, quoi. Voilà, donc c'est... Et donc, je rejoins, parce que l'histoire du Congo, elle m'a fait penser aussi au sort de chez nous au Cameroun, parce que c'est la même chose, quoi. Faire comme on a fait, même si nous, on a fait des grosses bêtises, elles veulent faire les mêmes bêtises que nous. Et quand on leur dit c'est de la bêtise, elles disent non, non, mais non, c'est pas vrai, vous l'avez fait, donc ça doit être bien. Je me tourne vers Guilain parce que les terres en développement, les territoires en développement sont aussi bien en France qu'au Congo. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces territoires en développement? Faites comme nous. Alors, je vais m'adresser à vous parce que je suis dans une maison ici où c'est une petite sœur de l'Assomption. J'ai travaillé pendant 15 ans et je me suis occupé des affaires des pères assomptionnistes. Donc, les pères assomptionnistes, vous savez, c'est Bayard Presse. Et je me souviens très bien avoir été à des réunions internationales où il y avait justement des pères ou des sœurs et qui nous interpellaient, nous, Français. Finalement, j'ai beaucoup appris et beaucoup reçu d'eux et d'elles. Je veux dire, j'en ai pris même d'ailleurs plein la figure. Mais je pense aussi que dans les congrégations religieuses, puisque vous faites allusion à ça, il y a aussi une jeune génération qui arrive et qui a aussi une façon de voir et une façon d'être qui est vraiment mondiale.
Je vois par exemple chez les insurrectionnistes, la suite de l'histoire, ce sont les Vietnamiens, ce sont les Congolais, ce sont les Polonais, ce ne seront plus les Français. Ce n'est pas un drame pour moi, puisque l'espérance chrétienne fait que, je veux dire, si on y croit, tout ça est temporaire. Mais c'est eux qui vont être nos maîtres demain. Les futurs patrons de Bayard Presse, ce sera des religieux assomptionnistes vietnamiens dans quelque temps. Et c'est eux qui vont nous apprendre un certain nombre de choses. Donc moi, je le prends en positif, plutôt que de me dire, bon, ben voilà, le temps passe, et quelque part, nous avons aussi, nous, à être éduqués et à être évangélisés, mais dans le sens, il n'est pas que d'évangélisation, c'est eux. Et finalement, c'est bien comme ça. Il y a une autre remarque que je voulais faire, et pour moi, ça me tient aussi à cœur, c'est tout le problème de la localisation géographique aujourd'hui. Vous avez des TGV qui vont de Paris à Valence, de Paris à Marseille, de Paris à Angers, ça va à toute vitesse. Bon, il y a deux choses qui me tiennent à cœur, et je vais vous les donner. Actuellement, on travaille là où on habite, et moi, je voudrais qu'on habite là où on travaille. Est-ce qu'on pourrait arriver à ce que les jeunes aujourd'hui puissent choisir l'endroit où ils veulent habiter et ils puissent y travailler? Moi, c'est l'invitation que j'ai envie de donner au gouvernement Macron 2, c'est d'ici 5 ans, changer ça. Donner la possibilité à des jeunes de s'implanter, créer des employeurs, c'est-à-dire créer des employeurs qui créent de l'emploi, pour que ces jeunes puissent ensuite aller là où ils sont pour prospérer et faire de la croissance là où ils sont. Aller croître dans des endroits où il n'y a rien. Et moi, je crois que ça, c'est notre responsabilité. Vous voyez, je ne sais pas si je suis clair ou fluide, mais si on ne fait rien, rien ne bougera. Or, cette jeunesse aujourd'hui, elle en veut. Alors, vous avez dit que c'est vrai que les jeunes sont d'un certain milieu, et vous avez raison. Mais je vous encourage à aller voir un très beau film qui s'appelle Le Ténor. Le Ténor. Eh bien, c'est un film magnifique parce que c'est l'histoire, et vous irez le voir, c'est l'histoire que tout est possible. C'est l'histoire de quelqu'un qui fait du rap dans la banlieue avec tous les clichés de la banlieue et qui va devenir un grand théâtre mondial. Parce que, un ténor, pardon, parce que quelqu'un est en fait, dont c'est le métier, l'a repéré et lui fait confiance. Contre vents et marées par rapport à toute sa famille et à son environnement. Donc, c'est possible. Donc, soyons les acteurs du changement, nous-mêmes là où nous sommes. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu n'as pas du tout été prononcé. On dit avec toi, c'est important, c'est le terme de capitalisme. On voit de la publicité au Congo, on voit des choses qu'on a ici. Par exemple, un converteur, on ne voit pas est-ce que ce système est défini par l'IMF comme le fait que l'argent ne va pas doit être compris autrement que par le crédit social et l'environnemental chinois, mais cette réflexion qui était une évidence il me semble redevenir la politique. Je ne sais pas comment, mais c'est ce que vous êtes là. C'est une question, on parle de marronnier, mais c'est une question qui, au début, on parle sur le contrôle de l'environnement de notre association. Mais le capitalisme, c'était prendre un risque. C'était prendre un risque de pas du tout assurer une rente. Et puis, progressivement, c'est devenu une rente. Et une rente parfois indue. Alors, peut-être qu'il faudrait revenir aux origines du capitalisme, et d'ailleurs, l'époque s'y prête, parce que là, on rentre dans le terrain de l'État et investir précisément dans les activités qui ont du sens, qui respectent ce que je viens de décrire sur les enjeux environnementaux sociaux. Honnêtement, quand on voit des entreprises qui se livrent à des rachats d'actions, dans la salle, je me dis, mais elles n'ont pas trouvé où investir leur argent plutôt que de racheter des actions en ce moment, alors qu'on rentre dans une décennie qui c'est de tous les dangers et de tous les défis. Donc, peut-être revenir à des logiques de risque. Et quand on parle de technologie, on vous montrer à quel point il n'y a rien contre les technologies, c'est au contraire. Les technologies décarbonées, elles sont encore largement inventées.
voilà, donc le capitalisme en soi, revenir à l'esprit fondateur, sans compter sur, voilà, sur des personnes, des biens sur lesquels on va forcément être dans une forme de domination et de prédation. Et puis peut-être penser le capitalisme en termes non pas de monocapital financier, mais de multicapital. Peut-être qu'on peut, alors le mot capital, capital humain, capital naturel, on utilise le mot capital, mais capital, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est important, capital. Donc, je reviens sur ma fixette de nouvelles formes de comptabilité, mais est-ce qu'on sera capable aussi, aujourd'hui, le capitalisme doit être multicapital, c'est-à-dire qu'on détruit notre environnement public comme on le comprend, on détruit des pans entiers de connaissances sur lesquels on pourrait présenter un viatique pour nous dans les prochaines années. On n'investit pas assez dans la connaissance et dans l'éducation. Peut-être qu'il faut aussi redonner du sens à ce mot capital. En tout cas, il y a des travaux vraiment intéressants dans la recherche en ce moment, des laboratoires en sciences sociales que je trouve assez décoiffants. Je ne suivrai pas tout aveuglément, mais en tout cas, c'est très inspirant. Je voudrais revenir sur un autre point qui avait été évoqué, je crois, par Gilles qu'il ne faut pas éliminer, c'est la responsabilité des politiques. Et je mets dans la responsabilité des politiques quelque chose qui m'a saisi et figé en préparant ce débat, c'est à quel point dans la communication politique, on arrive sur ces sujets très importants de la croissance du changement climatique, à un débat impossible, à un débat de peur, d'idéologie. Je prends un exemple qui m'est venu en lisant cette BD sur le nucléaire. L'instrument de la décarbonisation et de la peur. Comment peut-on sortir et avancer? Et j'ai l'impression que sur ce sujet, les politiques en ont fait un fonds de commerce. Il ne faut rien dire. Il ne faut pas en parler. Je ne suis pas sûr qu'il puisse ne rien dire, mais on a intérêt à ce qu'un, le politique a intérêt à ce qu'un groupe de population ait peur de l'avenir. Ça crée une sorte d'idéologie générale. Et sur le sujet, par exemple, du changement climatique, j'ai le sentiment qu'il n'y avait plus aucune solution, un dénigrement des experts et qui aboutissait à une impossibilité du débat. Est-ce que ce sentiment est erroné? Non. Non, il y a effectivement des fonds de commerce politiques qui prônent une idéologie qui est assez mortifère, assez simpliste aussi. Parce que là, on est dans l'ère de la complexité. Au contraire, on doit stimuler notre créativité, notre solidarité. Donc, on doit penser différemment, on doit penser collectif, on doit repenser nos modes de gouvernance. Donc, c'est vrai que je trouve que cette approche idéologique qui est assez fermée et qui est dangereuse parce qu'elle simplifie et elle induit en erreur, pour moi, est quasiment une insulte à l'intelligence. Je voudrais réagir sur la politique parce que on dit aujourd'hui qu'on critique beaucoup les politiques, mais ce qu'il faut, c'est s'engager. Moi, je vous engage à faire une campagne électorale. Moi, je me suis présenté aux élections législatives en 2017. C'est la houlette de Jean-Christophe Fromentin, maire de Lille, qui lançait une liste de société civile. Donc, j'ai été au combat. C'est là où j'ai vu que c'était un vrai métier. Puisque, il ne faut pas rêver, hein, c'est un métier avec ses codes. Sauf que j'ai fait une performance. J'étais 3e derrière Claude Boisguel, maire du 16e. Il m'a regardé en disant « Ah, c'est vous le candidat ». Donc, ça veut dire que c'est possible. Et donc, il faut dire à nos jeunes, il faut dire à toute personne qui a envie de s'engager qu'ils y aillent. Parce qu'on ne se plaigne pas. Comme dit l'autre, on a les syndicalistes qu'on mérite, on a les patrons qu'on mérite, on a les politiques qu'on mérite aussi. Donc, allons-y. Sur l'échelle de Richter de la folie, vous risquez de devenir fou, je vous le confirme. Les 5 présidents ou les 10 présidents de la République, de Giscard d'Estaing jusqu'à Macron 1, sur l'échelle de Richter de 1 à 9, eux, ils sont à 12. Moi, j'ai été à 2. Parce que vous voulez gagner. Donc, ceci dit, ça vaut le coup de s'engager. Ça vaut le coup de s'engager si on veut changer les choses, parce qu'en fait, nous, société civile, on fait très peur aux politiques. Parce que le premier qui dira la vérité sera exécuté. Et si on était beaucoup à se lever, je pense que beaucoup de choses pourraient changer. Ça n'est pas une fatalité.
Je voudrais rebondir sur le mot capitalisme, parce qu'il y a un autre mot qui n'a pas été prononcé depuis le début de la séance, c'est philanthropie. Vous avez remarqué, on n'a pas dit ce mot-là. Or, les philanthropes généreux et réels et vrais, il y en a. Il y a des gens aujourd'hui qui donnent. Alors, c'est vrai qu'ils ont des défiscalisations, c'est vrai qu'il y a des avantages fiscaux, tout ça est vrai, mais ils veulent prendre leur part. Et aujourd'hui, c'est un mouvement, c'est un vrai mouvement, la philanthropie. Il y a beaucoup de gens qui sont généreux et qui ont décidé de casser leur tirelire pour, alors, c'est peut-être aussi leur rédemption à eux sur Terre, mais c'est pas, ils disent, bon, après tout, je vais le faire tout de suite, mais je dis, bienvenue. Vous voyez, et ça, c'est nouveau aussi. Vous voyez, si on regarde le verre à moitié plein, il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Beaucoup. Mais sur la politique, si vous avez des jeunes autour de vous qui ne vont pas voter et autres, Hitler va te présenter. C'est possible. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Il faut le faire. Autre question. C'est sur un mot qui a été dit il y a longtemps déjà. Pas longtemps, depuis cet après-midi. On a parlé de contraindre. Faut-il contraindre? Et moi, j'aurais plutôt envie de poser la question, comment inciter? Alors, je rebondis parce qu'en plus, on a parlé d'avantages fiscaux, tout ça. Je voudrais juste donner un petit exemple. Je suis administratrice d'un centre communal d'action sociale. Nous avons une épicerie sociale et nous avons une convention avec un groupement de producteurs. Les gens bénéficiaires de l'épicerie sociale ont droit à un panier de légumes frais. Or, ces gens-là sont des gens qui jamais ne cuisinent des légumes frais habituellement. Et du coup, ils ont organisé une cuisine où on apprend à cuisiner ces légumes frais de saison et du pays. C'est une forme d'incitation. Et là, du coup, ils peuvent effectivement parler de ces personnes qui sont souvent dans la difficulté sociale, toujours dans la difficulté sociale, c'est une manière d'être revalorisé également. Et je pense que, vous disiez tout à l'heure, restaurer l'image de soi, enfin, revaloriser les gens, je trouve que c'est super important. Et je vais vous donner un autre exemple qui a été fait, c'est au moment des fêtes de fin d'année, toujours les gens de l'épicerie sociale ont rédigé un petit livret, passer les fêtes à petit prix. Mais ce livre, ils n'ont pas gardé pour eux, il a été distribué sur le marché. Donc, c'était ces gens en situation d'écrasement qui devenaient porteurs d'une bonne nouvelle pour l'ensemble de la population de la ville. Voilà, c'est ce que j'appelle un peu une incitation. Est-ce qu'un petit mot de conclusion à chacun de la chose sur laquelle il n'y a pas eu de question et que vous pouvez dire? Comment je fais? Parce que je ne peux pas lire. Je vais revenir sur le mot renoncement. Le mot renoncement est un mot peut-être un peu connoté, négatif, mais au fond, ça peut être intentionnellement libérateur et une source d'émancipation. Le problème, c'est que ceux qui n'ont rien, comment peut-ils renoncer? Il ne faut pas qu'ils renoncent à l'espoir d'avancer. C'est quoi le bonheur qu'on leur propose? Est-ce que c'est dans la consommation? Je pense qu'une vision néocolonialiste ou pas, je pense que non, mais non. On veut dire, on est inondé de récits, parce qu'on est quand même, on se raconte des histoires, hein, c'est ce qui fait la spécificité de notre espèce. On est inondé de récits où c'est la voix qui prend son être. Enfin, c'est le marqueur de propriété, de naissance. Donc, revenir à cette question du renoncement me paraît fondamental. Moi, c'est un chemin, pour qu'un chemin personnel devienne un chemin collectif et politique, sans que ça devienne idéologique. C'est une voie extrêmement étroite. C'est une voie, mais je n'en vois pas d'autres. C'est un peu ce qu'on essaie de faire au Shift Project quand on a publié le plan de transformation de l'économie française. C'était de dire finalement on est agnostique aux croissance et décroissance. C'est simplement que pour que
On reste dans une planète habitable, hospitalière et prospère. On n'a pas d'autre choix. Il va falloir qu'on renonce. Et donc, c'est dans la hiérarchie de nos renoncements que l'on va trouver une voie de passage. Alors, avant de demander à Guilain sa conclusion, on a des personnes en ligne Oui. qui ont sans doute des questions à poser. Attendez, non, c'est pas arrivé. Alors, donc, on l'envoie. Si tu avais une question dans le tuyau, Oui, il y a une question qui n'arrive pas jusqu'à moi. Oui. Enfin, tu la lis, oui. Tu la lis. Il faut lui donner le micro. Voilà. Tu lis la question. Alors, on avait un commentaire de Thierry Declercq qui nous disait: on a parlé de cohérence. Nos sociétés sont les premières responsables des problèmes actuels et les défis à relever. Il est indispensable que chacun soit responsable dans sa façon de vivre. Voyager moins, être moins pressé. Pourquoi vouloir obtenir un livre le lendemain de l'achat? Les exemples sont des milliers. Au niveau de la gestion de portefeuille, il n'est pas cohérent de détenir des fonds investis en matières premières, par exemple, et d'avoir comme apostolat de soulager les problèmes de la faim et de l'exploitation minière. Il y a aussi de la cohérence à avoir dans ce domaine. Bon, réaction. C'est pas vraiment une question, plutôt une opinion, mais qui prise de position. Oui. Tout son intérêt, une prise de position qui a tout son intérêt, dont on a déjà un peu débattu. Est-ce que vous voulez rajouter ou vous donner? Éventuellement, est-ce que Thierry Declercq voudrait redévelopper pour interpeller les orateurs? Mais il a coupé son micro et je ne sais pas. La question de la cohérence, c'est une question qui est personnelle et qui est collective. Le personnel, ça va déjà être cohérent personnellement, c'est compliqué, et puis faire un cadre d'action politique. Mais oui, moi j'appelle ça aussi de l'alignement. Il est là, peut-être. Thierry Declercq a la parole, s'il coupe son micro. S'il ouvre. Est-ce qu'on m'entend? Oui, voilà. Oui, on vous entend. Bon, mais d'abord, je vous présente des excuses parce que j'ai une très, très mauvaise réception. Je crois que j'ai compris un quart des exposés. Je regrette infiniment. Mais je m'occupe effectivement beaucoup de gestion de patrimoine. Je viens du secteur bancaire et je suis toujours frappé par, quand j'entends parler de l'Afrique et des dispositions qu'on leur recommande. Je trouve qu'on est vraiment... on est responsable de cela et je voudrais ramener un petit peu en disant c'est dans nos sociétés, c'est nous qui avons provoqué les problèmes et ça va très loin. Bon, je parle là des comportements personnels, on parle de la jeunesse, mais on connaît quand même beaucoup de jeunes qui, par exemple, le week-end partent en week-end bien loin, etc. Ça n'est pas responsable. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, des questions qu'on pourrait améliorer s'il y avait une prise de conscience plus importante? Et je suis toujours frappé aussi, là c'était mon métier, dans le domaine financier et de la gestion de portefeuille, d'avoir une attention avec les banquiers pour pouvoir dire, écoutez, il faut être cohérent quand on s'occupe de communautés religieuses. Il faut quand même que ça colle. Bon, il y a une prise de conscience, tout le monde n'est pas toujours... alors, on va faire valoir la diversification et tous les problèmes de gestion. Enfin, voilà. Mais une question, non, je n'en ai pas. Je n'ai pas compris d'ailleurs tous les intervenants. Je comprends très mal madame qui parle. Je regrette, mais bon, voilà. Merci néanmoins de votre commentaire, tout à fait intéressant et concret. À moins qu'il y ait d'autres questions en ligne, sinon je passe la parole à Guilain Lafont pour sa conclusion. S'il y a quelque chose qu'il voulait dire et qu'il n'a pas eu l'occasion de dire, il ne faut pas qu'il le garde pour lui, tellement c'est intéressant. Non, je pense que c'est une merveilleuse occasion qui nous est donnée. D'abord, moi, je vous remercie beaucoup parce que ce n'est pas si courant de pouvoir dire un certain nombre de choses qu'on peut penser. Après tout, on n'est pas tous invités au journal de 20 heures pour pouvoir en parler. Moi, j'en rêve. Hein. Moi, j'ai envie de dire 3 mots. Urgence, passer de la posture de spectateur à acteur.
C'est l'inverse des 3 petits singes. Ne rien voir, ne rien faire, ne rien dire. C'est voir, dire et faire. Et quand on est en activité professionnelle, c'est très difficile, quelquefois, parce qu'on peut risquer son poste ou sa réputation. Quand on est libre et libéré de tout, on peut, je dirais, on peut rendre service en prenant la parole. Mais enfin, et je terminerai par là, ne pas être seul, c'est-à-dire faire des groupes, être ensemble, ce que vous êtes ici, c'est-à-dire que tout seul, on ne sait rien faire. Et essayer de mutualiser les forces, en tout cas pour impacter, pour influencer, ne jamais s'arrêter, voilà, jusqu'à son dernier souffle, ne jamais lâcher, et puis écouter les autres, parce que c'est utile aussi. Merci. Alors, je vais reprendre la couverture du magazine qui avait été montrée par Kylian. Marqué climat, nous allons changer de vie. Oui, challenge. J'en ferai 2 observations, 2 corrections. Une correction, d'abord, c'est pas nous allons changer de vie. Nous sommes en train de changer de vie. C'est ce que j'ai compris de ce qui est en train de se passer. Nous dissertons, nous parlons de sujets intéressants. Nous parlons de sujets très intéressants, qui sont très prenants, qui sont des questions essentielles, mais nous n'allons pas changer. Nous sommes en train de changer. Premier point. Et changer, moi je le traduis, alors Dylan me cite très souvent des mots, je le traduis par un mot qui signifie, c'est le terme révolution. Ce que vous avez finalement tous les deux dit, c'est qu'il nous faut envisager notre vie avec un sens de la révolution, c'est-à-dire d'abandonner un certain nombre de choses qu'on connaît pour épouser d'autres choses qu'on ne connaît pas. Ça, c'est la peur, c'est la difficulté, c'est le point. Mais l'autre question que je me suis posée, parce que moi, je suis d'une génération qui était très jeune en 68 et qui a vécu avec l'an 01, le grand espoir de demain, ce que vous nous avez signalé, est-ce que ça n'a pas tout un aspect d'utopie? C'est-à-dire tout ce qu'on a dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on sera capable d'y arriver? Alors, je vais peut-être répondre à la place de chacun. Dylan, il me dit oui, il faut que les gens s'engagent, les jeunes doivent y aller, etc. Et Geneviève, elle me dit... Je dis que ce n'est pas donné à toutes les générations d'inventer une nouvelle civilisation. Je mâche le mot. Donc, en même temps, je ne suis pas très fière de ce qu'on leur laisse non plus. Mais oui, c'est bien de l'ordre de la révolution. Nous sommes en train de vivre une révolution. Bon, je crois qu'on va clore. Merci à tous. Je vais prendre le micro. Juste pour ceux qui sont en distance et pour ceux dans la salle. Merci de votre présence et de votre assiduité sur un sujet qui n'est loin d'être clos. Et j'avais dit en entrée que je faisais le lien entre la sobriété et le pouvoir d'achat. Et je constate que les politiques n'ont pas su faire ce lien-là, parce que la sobriété est encore vécue comme quelque chose de punitif, alors qu'il faudrait que la sobriété soit une sobriété heureuse. Et il nous reste là-dessus beaucoup de chemin à parcourir. Voilà, merci à vous et au revoir à ceux qui sont à distance. Et au revoir.